Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation très spéciale qui nous est très chère au lancement officiel du Guide municipal pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour intégrer ce webinaire et venir bien vous installer. On va passer un bon moment ensemble pour discuter justement de ce nouveau guide municipal. Avant qu'on commence officiellement notre présentation, je vous invite à ouvrir l'espace de clavardage, le chat de la réunion, et venez nous dire votre nom, votre organisation et vous êtes où au Canada. Donc, on est très heureux et heureuse de pouvoir offrir cette opportunité-là de discuter en français. Donc, on sait qu'on a des communautés à travers le Canada, des communautés francophones qui vont être bien représentées. Donc, venez nous dire vous êtes où, quelle organisation est votre nom. On est toujours super heureuse de savoir qui est là dans nos présentations. Donc, ça commence à descendre, c'est super le fun. Merci de le faire puis de venir dire qui est présent de votre organisation. Donc, votre nom, votre organisation et où vous êtes au Canada. Venez ouvrir l'espace de clavardage là, pour pouvoir venir vous présenter. Alors, on a des gens d'organisations qu'on connaît bien, donc la RLPH, Adaptavie, merci d'être là. On a des gens des municipalités, puis vraiment, ce guide est pour vous. C'est un guide municipal. Donc, c'est bien qu'on ait plein de personnes des municipalités qui sont présentes, que vous soyez une très petite ou une très grande ville. On est là pour partager aujourd'hui des idées, des trucs, des stratégies. Donc, en vous laissant vous présenter, n'hésitez pas là, à venir, même si on commence là, à venir vous présenter dans le clavardage. Bienvenue au lancement officiel du Guide municipal pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, en loisirs et en activité physique. Donc, sans trop tarder, je vais me permettre de commencer notre contenu. Donc, vous pouvez voir devant vous que cette présentation est pour l'organisation Accessibilité Active Canada, une organisation nationale, donc canadienne, qui vient soutenir les organisations à travers le Canada pour des stratégies pour mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans les activités de loisirs, sport, activités physiques. Donc, pour commencer, vous pouvez voir qu'on a plusieurs logos devant vous. Entre autres, vous pouvez voir à côté de Accessibilité Active Canada, le projet canadien sur la participation sociale des personnes en situation de handicap. Projet de recherche qui est venu vraiment soutenir la création du guide municipal. Donc, vous pourrez aller voir là, et consulter cette ressource-là. Réseau Accès Participation en bas à gauche, donc le RAP, je suis directrice générale du RAP et très heureuse d'être ici. Donc nous, on vient soutenir la capacité francophone de cette organisation de l'Accessibilité Active Canada. J'ai aussi des gens avec moi que je vais vous présenter un petit peu plus tard officiellement, donc Réseau Plein Air Québec et l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Très heureuse d'être avec vous, mesdames. Et on a aussi deux invités qu'on va vous présenter un petit peu plus tard également. Donc, avant de commencer dans le contenu officiel, je vous invite à ouvrir le sous-titrage de votre présentation et aussi de fermer vos micros. J'entends des choses, je ne sais pas si tout le monde peut, ça peut être dérangeant, donc c'est possible pour tout le monde de fermer vos micros. Ça va nous aider pour le confort de tous et toutes. Pour ouvrir le sous-titrage, vous pouvez aller dans le menu Zoom et cliquer sur la petite boîte où vous avez CC qui est inscrite. Là-dessus, ça vous amène dans les étapes pour déterminer est-ce que vos sous-titres vont être en français, en anglais, choisissez la langue de votre choix. Et vous allez pouvoir aussi regarder là, où vous allez positionner le sous-titrage si vous en avez besoin. Nous aurons une période de consultation à la fin, donc important pour nous que vous restiez jusqu'à la fin parce que c'est là où on va ouvrir les micros, utiliser l'espace de clavardage pour pouvoir venir entendre vos idées, vos stratégies, vos pistes d'action. Le webinaire aujourd'hui est enregistré. Vous allez recevoir le lien de l'enregistrement à la fin de notre webinaire. Et vous allez également recevoir le PDF de la présentation et vous allez pouvoir retrouver les liens des organisations qu'on va mentionner aujourd'hui. Si vous venez juste de vous joindre à nous, on vous demande dans l'espace clavardage de venir vous présenter. Donc, quel est votre nom, votre organisation et où vous êtes au Canada. On est très heureuse de pouvoir vous partager ce contenu en français. Pour bien commencer, nous allons faire une reconnaissance qui est très importante pour nous. Donc, je vais prendre le temps de lire ce qui est devant moi. Nous reconnaissons que Montréal, là où je suis située, est sur un territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. La nation Haudenosaunee, Mohawk, est reconnue comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous trouvons et elle a longtemps servi de lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, notamment les Anishinabés.
Nous reconnaissons et remercions les divers peuples qui ont enrichi de leur présence ce territoire, accueillant aujourd'hui des gens de partout dans le monde. Dans la présentation, vous avez un lien qui est juste là pour venir découvrir à travers le monde quelles nations autochtones se trouvent sur vos territoires et comment créer des liens et des ponts. Donc, on vous invite à vous informer sur des projets qui sont porteurs afin d'avancer dans la réconciliation. Nos deux objectifs aujourd'hui pour le webinaire, on veut vous inspirer à utiliser le guide municipal et à mettre en œuvre certaines des stratégies qui sont proposées. Et on veut aussi, en dernière portion, entendre et colliger vos réactions, idées d'action et réflexions. Donc, préparez-vous à la fin, on va vouloir vous entendre. Donc, dans notre ordre du jour, le mot de bienvenue est fait. Je vais vous présenter mes invités tout de suite après. On va vous présenter comment a été élaboré ce guide municipal. Ensuite, on va passer au travers des stratégies concrètes et des exemples de réussite. On va regarder comment utiliser le guide et ensuite, on va regarder ensemble des appels à l'action. Donc, je vais me présenter officiellement et ensuite donner la parole aux personnes qui vont être avec moi aujourd'hui pour le webinaire. Marianne Parent, je suis directrice générale du réseau Accès Participation. Nous avons un partenariat avec l'organisation Accessibilité Active Canada pour soutenir leur capacité francophone et déployer leurs projets. Je donne la parole à Alexandra Gilbert. Bonjour tout le monde. Alexandra Gilbert, directrice générale au réseau Plein Air Québec. J'étais à l'emploi de la QLPH quand je me suis engagée à présenter ce merveilleux guide municipal. Donc, je tenais à garder ma parole et je ne suis pas partie sans... j'ai pas laissé mes valeurs d'inclusion dans mon dernier emploi, évidemment. Donc, c'était important pour moi de continuer de présenter ce beau guide, d'autant plus que je siège sur le conseil d'administration d'Accessibilité Active Canada. Donc, j'avais encore plus envie de faire la promotion de ce beau guide et de partager avec vous différentes stratégies concrètes, là. Merci beaucoup, Alexandra. Maintenant, je vous présente Marie-Michel Duquette. Oui, bonjour. Donc, Marie-Michel, je suis à l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, aussi AQLPH. Donc, je remplace Alexandra, sans- mais je suis à la direction de la formation et du service conseil et je vais vous accompagner aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Nous avons aussi deux invités avec nous. Nous avons Frédéric Drouin-Lavigne de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de l'Anaudiac qui va nous présenter une vidéo qui a été faite dans le cadre d'un projet et aussi Tina Tran de la Ville de Montréal qui va venir nous présenter un portrait et un projet dans leur arrondissement avec plein d'idées qui vont pouvoir vous inspirer. Donc, qu'est-ce que Accessibilité Active Canada? C'est une organisation qui existe depuis plus de 36 ans. Elle était connue sous le nom d'Alliance de vie active pour les Canadiens et Canadiennes ayant un handicap. C'est une organisation qui a œuvré à plusieurs ponts avec beaucoup de projets et depuis 36 ans, cette vision demeure la même, donc de permettre à toutes les personnes en situation de handicap au Canada d'être physiquement actives et de vivre en santé. Aujourd'hui, l'organisation a changé de nom. Plusieurs personnes, même qui sont présentes dans ce webinaire, ont participé à la validation du plan stratégique et aussi de ce nouveau nom. Donc maintenant, Accessibilité Active Canada soutient les communautés et les organisations pour accroître la participation des personnes en situation de handicap à l'activité physique, au loisir et au sport communautaire. Donc, le vieux logo, c'est celui-ci. Peut-être que vous l'avez vu. Vous pouvez voir l'image de marque a été revampée, puis on est super fiers que cette organisation-là continue ses actions. Un petit mot sur le projet qui a mené à la création du guide municipal. C'est donc le projet canadien sur la participation sociale des personnes en situation de handicap, le CDPP. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ça réunit donc un groupe de chercheurs, 43 en tout, qui sont situés au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, et 31 partenaires d'organisations canadiennes de sport, d'activité physique, de jeux et le milieu universitaire. Donc, le but est de co-créer et mobiliser des connaissances afin d'améliorer et d'optimiser la participation au sport, à l'activité physique et aux jeux actifs des enfants, des jeunes et des adultes vivant avec une limitation. Donc, pour aller explorer davantage si vous découvrez le CDPP. Partenaires financiers, donc le Conseil fédéral provincial et territorial du sport, de l'activité physique et du loisir, le SPARC, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, et le gouvernement du Canada, et des partenaires collaborateurs du guide, donc l'Association canadienne des parcs et loisirs, et ses associations provinciales et territoriales affiliées, nous, le réseau Accès Participation avec Résonance Stratégie pour la traduction, et finalement, tous les membres du groupe d'experts et de consensus qui ont fait partie du projet.
Donc, le guide municipal, vous pouvez le retrouver sur le site web et vous pourrez voir là, le lien apparaître bientôt dans votre clavardage. On vous avait demandé en vous inscrivant de peut-être, si c'était possible, d'aller le consulter à l'avance. Donc, si c'est déjà fait, merci. Sinon, on va passer au travers des grandes stratégies centrales du guide aujourd'hui. C'est un guide là, qui a demandé beaucoup de mobilisation, beaucoup de consultation. Donc, vraiment, c'est pas sorti du chapeau d'une seule personne, mais vraiment d'un groupe d'experts et de chercheurs qui ont travaillé très fort pour son élaboration. Je mentionne la présence de Taryn Barry de Accessibilité Active Canada qui est avec nous aujourd'hui, qui a travaillé de main de maître sur la création de ce guide. Donc, pourquoi un guide pour les municipalités? On le sait tous et vous connaissez votre rôle. C'est un guide qui va vraiment mettre un ensemble de pratiques destinées aux personnes handicapées depuis la publication en 1991 du cadre de référence en matière de politique municipale, donc qui maintenant est en train de se remettre à jour avec l'Association canadienne des parcs et loisirs. Donc, il y a vraiment quelque chose dans l'appareil municipal, les organisations qui travaillent auprès des personnes qui vivent avec des limitations, mais aussi le milieu du loisir qui doivent s'arrimer pour trouver des pratiques qui sont innovantes. Donc, on sait que les municipalités sont au cœur puisque vous offrez des services de loisirs à l'ensemble de la population, y compris les gens qui sont en situation de handicap. Donc, de plus en plus, on va vouloir que les municipalités progressent. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Le but est d'arriver avec des lignes directrices pour vous inspirer, voir ailleurs et explorer peut-être d'autres possibilités pour tous et toutes. Donc, le but est de vous outiller, autant le personnel que aussi donner la voix des personnes handicapées dans les services municipaux de loisirs. Donc, ce guide s'adresse au personnel de direction, de gestion, coordination, animation de services de loisirs, donc les personnes qui vont être en position de décision, mais aussi de déploiement des différents programmes. Qu'est-ce qu'on a dans ce guide municipal? Vous allez voir 8 domaines pratiques et des dizaines de stratégies concrètes à l'intérieur de chaque domaine de pratique. Alors, où on s'en va dans les 8 domaines de pratique, on va parler de programmation, d'environnement bâti, culture organisationnelle, formation, communication, partenariat, évaluation et mobilisation des décideurs. Donc, c'est là où on a 8 grandes catégories. Et le but là-dedans, c'est de vous inspirer dans des catégories qui ont été identifiées par le groupe de recherche. Vous avez peut-être d'autres catégories dans vos plans d'action, dans vos politiques, mais suite au travail du guide municipal, c'est les 8 domaines de pratique qui ont été identifiés. Donc, dans cette élaboration-là, ça a été une démarche qui a été fondée sur des données probantes. Donc, la recherche est venue à contribution de la création du guide à l'aide d'un comité directeur, groupe d'experts, groupe de discussion et d'entrevues, des revues rapides de littérature, adaptation de ressources existantes, enquête sectorielle et finalement, histoire de réussite. Alors, on va entrer dans notre étape du webinaire où on va passer à travers les stratégies concrètes. On y va dans un aperçu. C'est certain que le document, vous allez retrouver beaucoup plus d'informations détaillées, plus d'exemples, plus d'explications sur les différentes stratégies. Aujourd'hui, dans le webinaire, on fait un survol des 8 stratégies et j'ai avec moi des personnes fantastiques pour passer au travers de ces différentes stratégies. Donc, tout de suite, je vais passer la parole à Marie-Michèle Duquette qui va commencer à vous présenter la première stratégie. La première personne fantastique. Donc, programmation. C'est une programmation municipale de loisirs inclusive, permet aux personnes en situation de handicap de participer pleinement et de s'engager activement. Elle consiste à concevoir des programmes auxquels tout le monde peut prendre part et à offrir de l'information, des produits, des services et des espaces pouvant être adaptés aux besoins particuliers de chaque personne. Dans les stratégies concrètes, il y a adapter vos programmes aux besoins de la communauté en proposant des activités réservées aux personnes en situation de handicap, des programmes inclusifs ouverts à toutes et tous ou une combinaison des deux. Il y a aussi inviter les personnes participantes et leurs proches aidants à visiter les installations avant le début du programme. Il y a aussi d'autres stratégies, comme par exemple dans votre programmation de loisirs, vous pouvez aussi ajouter des activités qui sont offertes par d'autres associations ou avoir aussi les activités qui sont régulières et les activités qui sont adaptées dans le même document, dans la même programmation ou même sur votre site web, vous pouvez avoir un onglet activités de loisirs adaptées aussi qui fait partie de la même page web de toutes les autres activités de loisirs que vous avez. Il y a aussi une autre stratégie qui est d'offrir de l'équipement
adapté dans vos différentes activités, dans vos différentes municipalités. Et c'est ce que notre première invitée, Frédéric, va venir nous présenter. Donc, je passe le bâton de la parole à Frédéric. Bonjour tout le monde. Dans le fond, on a demandé à deux personnes qui ont pu bénéficier de ce service-là, donc d'un prêt d'équipement adapté, de venir nous faire un témoignage aujourd'hui. Malheureusement, les deux personnes n'étaient pas disponibles. Donc, on m'a passé la POC pour faire le témoignage à leur place. Fait que je vais vous parler de deux personnes là, qui ont pu bénéficier de ce prêt d'équipement-là. La première personne, je pense qu'on va voir un petit vidéo avant que j'en parle. Et la deuxième personne, là, sera basé, son expérience sera basée sur le petit texte, le petit témoignage écrit qu'elle a pu nous faire parvenir. Donc, on va lancer le petit vidéo, puis je vais mettre un petit peu de contexte là, après avoir visionné le témoignage Mon nom, de c'est Luc Luc. Martin, j'ai 62 ans. Je viens vous parler de mon expérience en vélo à main. On est situé à Joliette. Je reste pas loin, donc il y a le service de proximité. Le vélo à main que moi j'ai expérimenté, c'est bien entendu sans assistance. Donc, pas à batterie, là. La force de propulsion, c'est le moteur, c'est le cœur puis le haut du corps. Je l'ai pris cette année, je me souviens bien, à 3 reprises. C'est sûr qu'il y a la sensation de liberté. C'est une excellente activité physique. Ça travaille tout le haut du corps. Puis d'autant plus que des personnes à mobilité réduite, c'est important que le cœur travaille. Fait que c'est un très bon exercice dans l'ensemble. Et moi, j'aime beaucoup le vélo. J'en ai déjà eu un. Mais le fait qu'il y en ait de disponible, ça, c'est number one. Bon, bien, il y a des questions? Donc, le service de prêt d'équipement est une initiative de la ville de Joliette, pour pas la nommer. En fait, la ville de Joliette avait déjà un service de prêt d'équipement pas adapté. C'était un service de prêt d'équipement nautique, donc pas vraiment rapport, mais ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour les personnes handicapées. Au niveau de l'accessibilité physique, en ce moment, c'était pas possible d'ajouter des équipements nautiques à leur offre de service qui était déjà en place. Mais il y avait une autre possibilité. Sur le même site, dans le fond, on a une belle piste cyclable, un beau parc juste à côté. Donc, ils ont utilisé déjà un service qui était en place. Donc, il y avait déjà les employés qui étaient disponibles qui étaient déjà là pour rendre disponibles les équipements. Il y avait déjà une structure qui était existante. Ils sont juste venus le bonifier avec des équipements adaptés. En fait, on a travaillé ensemble pour développer ce service-là. Nous, on est propriétaire de plusieurs équipements adaptés. Donc, on a fait une entente ensemble qu'on leur prête les équipements pour qu'eux puissent le rendre disponible aux citoyens gratuitement. Donc, ça a été quand même assez simple de mettre en place cette action-là municipale. Comme je dis, il y avait déjà une structure, donc on a profité de quelque chose qui était existant, même s'il y avait des barrières au niveau de l'accessibilité pour que ce soit la même activité qui soit offerte. On travaille à plus, là, sur du long terme. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse vivre la même activité. Mais en attendant, ça permet à des personnes de pouvoir profiter là, de vélo. Fait que la première année qu'on a fait cette collaboration-là avec la ville de Joliette, il y avait les deux vélos, celui qu'on vient de voir sur la vidéo et l'autre qu'on voit sur la photo. Donc, pour le deuxième témoignage, on a Madame Renée qui n'avait pas fait de vélo depuis 35 ans à cause de plusieurs enjeux, des enjeux de santé, mais aussi là, que des vélos réguliers, ça ne fonctionne pas pour répondre à ses capacités. Puis bon, des vélos réguliers, ils vendent des super beaux racks pour mettre derrière nos véhicules. C'est plus facile de les transporter, mais pour des vélos adaptés, c'est un peu plus compliqué là, de les déplacer. Il y a aussi toute la barrière financière. Souvent, c'est des équipements qui sont assez dispendieux. Fait que le fait que ce soit des villes qui mettent en place ces services-là, ça enlève beaucoup de barrières pour les personnes handicapées, là, que ce soit au niveau de l'accès à ces équipements-là, au niveau financier. Fait que ça leur permet de vivre des activités physiques, ben, qui évidemment, c'est super. Au niveau de la santé, ben, c'est un plus. Il y a un service de proximité, comme Luc le disait, là. Il peut partir de la maison se rendre jusqu'au parc puis faire son activité. Fait que
Renée aussi, elle a découvert ce service-là tardivement dans la saison. Donc, son seul regret, c'était qu'elle n'avait pas pu l'utiliser tout l'été. Puis là, elle avait bien hâte à l'année d'après. Et donc, elle a pu bénéficier une deuxième été de ce service-là. Puis là, on continue à travailler avec la ville de Joliette. C'est vraiment un travail de collaboration. Les ARL sont là pour ça. Fait que j'ai envie de vous dire aux municipalités qui sont présentes, contactez votre ARL si vous avez un intérêt à rendre vos loisirs plus inclusifs. Puis le service s'est bonifié. Là, on a fait l'achat d'un troisième vélo pour répondre finalement à d'autres types d'incapacités. Donc, on voulait juste mettre de l'avant cette initiative inspirante dans notre région. Merci, Frédéric. Ça fait plaisir. S'il y a des questions, je suis là. Merci. Alors, deuxième domaine de pratique, la communication. Une communication municipale inclusive et accessible facilite la participation des personnes en situation de handicap aux programmes de loisirs et d'activités physiques structurés ou non. Dans les stratégies concrètes, utiliser un langage clair et cohérent pour définir des termes comme l'activité physique adaptée, accessibilité, intégration et inclusion. Utiliser aussi la terminologie reconnue en matière de handicap provenant de sources crédibles, comme par exemple Emploi et Développement social Canada, qui a créé un guide qui est disponible dans le guide municipal aussi directement. Puis, il y a une troisième, oui. Le langage privilégié par la communauté des personnes en situation de handicap évolue. Donc, il faut demeurer souple aussi et être ouvert à certaines modifications qui peuvent arriver en cours de route. Puis, on sait aussi que la communication, c'est un des obstacles qui est le plus vécu, mais qui est aussi le plus simple et le plus facile à résoudre, puisque il y a plein de petites actions qui peuvent être faites dans ce que vous avez déjà, dans les structures que vous avez déjà, que ce soit d'ajouter un aspect inclusif à votre site web. Vous pouvez aller d'ailleurs visiter le site de la QLPH où il y a moyen de voir, selon vos types de besoins, comment est-ce que vous pouvez naviguer dans le site web pour que ça réponde le mieux possible à vos besoins. Vous pouvez aussi avoir un onglet accessibilité sur votre site web où là, vous rassemblez tous les éléments que vous avez inclusifs dans votre site web, dans vos différentes activités aussi. Puis, la communication, ça va dans les deux sens aussi. Donc, c'est de donner un espace ou de donner un espace où vos citoyens et citoyennes peuvent venir donner leur opinion, donner leurs besoins, communiquer avec vous. Donc, que ce soit cet échange-là aussi dans la communication pour que vous puissiez communiquer avec tous vos citoyens et citoyennes, mais que les citoyens peuvent communiquer avec vous aussi de différentes façons pour que ça réponde aux besoins de tout le monde aussi. Je passe le bâton de la parole à la deuxième personne formidable, Alexandre. Fantastique. Donc, Fantastique. je peux être formidable et fantastique. Mon Dieu, je me flatte l'ego aujourd'hui. En ce qui concerne le domaine de pratiques liées au partenariat, le guide municipal mentionne que les partenariats sont essentiels pour offrir des loisirs inclusifs et accessibles en collaborant avec des organisations locales, des organismes de défense des droits et d'autres niveaux de gouvernement. Les municipalités partagent leurs ressources, coordonnent leurs actions et font évoluer les perceptions du handicap, tout en améliorant la qualité des programmes et l'utilisation des ressources existantes. Pour ce qui est des stratégies concrètes proposées par le guide municipal, Marianne va les afficher. Oui, hein, ben oui. D'abord, le guide propose de préciser l'objectif de chaque partenariat. Donc, le financement, la formation, le partage d'installations, l'apprentissage mutuel ou encore l'aiguillage ou l'évaluation. Et on en reparlera de l'évaluation, entre autres. Une autre stratégie qui est proposée, c'est d'associer des partenaires multisectoriels et gouvernementaux dès le début de la planification. Et encore, d'inviter des organismes de personnes en situation de handicap et des groupes de loisirs à participer à l'élaboration des politiques. Donc, quand vient le temps de parler de partenariat, c'est sûr qu'il faut aller vers des partenariats
avec des personnes qui ont des compétences ou des ressources que vous n'avez pas. Il y a donc une petite étape là, préalable d'identifier vos besoins pour s'assurer que ce soit des partenariats complémentaires. Puis on vous encourage ensuite à identifier les experts ou les expertes qui possèdent ces compétences-là puis ces ressources-là utiles, puis d'en faire des partenaires, évidemment. Il y a de nombreuses tables de concertation qui peuvent être des belles occasions de réseauter, de partager les besoins, puis d'entendre les besoins aussi des organismes sur votre territoire. Ça peut être donc un beau potentiel, un beau bassin de partenaires de futurs ou potentiels. Ça peut être intéressant aussi d'entrer en contact avec l'organisateur ou l'organisatrice communautaire de votre région, de votre CIS ou de votre CIUS. C'est des personnes qui sont souvent au fait des besoins des organismes sur le territoire, des gens très connectés, en fait, sur votre territoire. Je m'en voudrais évidemment de ne pas mentionner vos instances régionales responsables du loisir pour les personnes handicapées. Elles ont souvent des infolettres, font des événements également, donc c'est intéressant de rester en contact avec vos IRLPH. Il y a aussi, c'était nommé dans les stratégies, là, mais il y a souvent des ententes entre MRC et Ville pour l'utilisation des plateaux sportifs ou des piscines. Mais c'est vraiment intéressant d'entrer une notion de humain, de capital humain dans ces ententes-là. Et j'aurais un exemple très concret, puis je suis contente, Jacques est là avec nous. J'avais un exemple concret d'un partenariat super intéressant entre une ville, donc la ville de Québec, et son association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la capitale nationale dans ce cas-ci. La Ville de Québec a procédé à la refonte de son programme d'intégration en camp de jour et l'ARLPH Capitale nationale a été un partenaire vraiment important dans la refonte de ce programme-là. Donc, un partenariat organisme du territoire régional et une ville, dans ce cas-ci, la grande ville de cette région administrative-là. Puis, ça a donné lieu à un partenariat solide, entre autres pour la formation du personnel d'animation et d'accompagnement là, en camp de jour. Je passe la parole à l'autre personne magnifique, Marie-Michel. Parlant de formation, justement. Donc, on a la suite dans les idées pareilles. Donc, la formation continue aide le personnel municipal en loisirs à tous les niveaux à acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour offrir des services inclusifs aux personnes en situation de handicap. Elle devrait être planifiée, élaborée avec des partenaires et axée sur des apprentissages pratiques favorisant l'autonomie. Dans les stratégies concrètes, il y a justement déterminer les besoins, c'est toujours à la mode, mais ici, c'est déterminer les besoins en formation. Donc, qui former tout le monde, mais comment, sur quel sujet, par qui, à quelle fréquence, comment est-ce qu'on l'organise. Puis aussi, avant de créer des nouvelles formations, passer en revue les ressources existantes et intégrer des mesures d'adaptation courantes à vos politiques. Par exemple, le télétravail, on y reviendra justement dans la culture organisationnelle plus tard, mais il existe déjà des formations. Donc, avant de vous asseoir en équipe et de créer quelque chose de nouveau, il y a l'OPHQ, donc l'Office des personnes handicapées du Québec, qui offre une auto-formation en ligne sur l'accueil des personnes handicapées qui peuvent être une bonne première base sur la sensibilisation à l'accueil de personnes en situation de handicap. Il y a aussi la formation mieux comprendre mieux comprendre voyons, j'ai de la misère avec ma propre formation. Mieux comprendre la différence pour mieux agir, qui est de la QLPH, mais offert par les 17 instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées. Il existe aussi différentes formations pour différentes structures aussi. On a parlé des camps de jour tout à l'heure, mais de justement qui former sur quel sujet. Il y a évidemment la formation sur la certification en accompagnement en loisir qui existe pour justement les personnes accompagnatrices dans les camps de jour, mais on cherche à former aussi les personnes animatrices, on cherche à former les personnes coordonnatrices, les gestionnaires aussi pour que tout le parcours de ce merveilleux lieu du camp de jour soit formé à l'inclusion, puis pas nécessairement la personne accompagnatrice qui accompagne justement le petit coco à son camp de jour, mais de vraiment installer cette culture d'inclusion à travers tout le parcours de votre milieu. Maintenant, pour ce qui est du domaine de pratique
qui concerne l'évaluation. D'ailleurs, l'évaluation, c'est souvent une étape oubliée dans le processus. On est beaucoup dans la planification, dans les coûts, mais l'évaluation, c'est vraiment une étape importante. Donc, très contente que ça se trouve dans le guide municipal. Donc, l'évaluation, ce que le guide propose, là, c'est que l'évaluation de vos programmes permet d'identifier ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré et comment rendre le loisir municipal plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. Puis, une évaluation rigoureuse favorise la transparence, la reddition de comptes et une programmation de meilleure qualité fondée sur des données probantes. Il y a différentes stratégies concrètes qui sont proposées dans le guide. Donc, d'abord, déterminer qui va utiliser les résultats de l'évaluation. Est-ce que c'est les bailleurs de fonds? Est-ce que c'est le personnel municipal? Également, avant de commencer, de s'assurer que la personne responsable a le temps et les compétences requises et que votre organisation puisse agir sur les constats qui vont en ressortir. Et il y a également de présenter des résultats clairs et accessibles à toutes et à tous. Donc, c'est important de réfléchir aux critères d'évaluation en amont de vos projets d'inclusion. De cette façon-là, vous allez vous assurer d'avoir les mécanismes de collecte d'informations déjà en place, puis que les données soient déjà disponibles quand vous allez être rendu à cette étape d'évaluation-là. Puis il y a aussi le principe de faire une évaluation continue de vos programmes et services. Il y a évidemment les fameux sondages de participation ou les questionnaires de satisfaction, mais on peut penser en dehors de la boîte aussi. Par exemple, la Ville de Laval a procédé à un état de situation de l'accessibilité universelle à la Ville de Laval en amont de la rédaction et de l'adoption de sa politique d'accessibilité universelle en 2021. Ils ont donc réfléchi à des critères d'évaluation, des indicateurs. Ils ont donc pu utiliser ces résultats-là, ces données-là, pour avoir une politique qui répond vraiment aux besoins de la ville. D'autres types d'évaluation seraient aussi de faire, par exemple, des visites exploratoires, par exemple, de vos infrastructures ou comme vos parcs. Et encore une fois, mon cerveau est là, vos IRLPH ou la QLPH peut être des bonnes ressources en ce sens-là. Sinon, il y a des organisations comme IDEO qui peuvent être mobilisées aussi, là, qui peuvent vous supporter dans ce type d'évaluation-là aussi. Et je poursuis avec l'environnement bâti. Donc, l'accessibilité des bâtiments municipaux et des espaces extérieurs de loisirs consiste à les concevoir pour que toutes et tous puissent les utiliser aisément, quel que soit le type de limitation. Cela suppose de répondre aux besoins des personnes ayant des limitations physiques, comme la paralysie cérébrale, les lésions médulaires, le diabète, ou des limitations sensorielles, comme une basse vision ou des pertes auditives, ou encore liées à la neurodivergence, comme le TDAH ou la dyslexie. Le guide municipal propose des stratégies concrètes comme de mettre en place un comité consultatif sur l'accessibilité universelle ou, s'il existe déjà, de participer à ces réunions puis d'aborder les activités de loisirs, de faire participer une diversité de personnes dès le début de la planification des installations ou des infrastructures, y compris des personnes qui ont différents types de limitations, ainsi que leurs proches aidants, leur famille, leurs amis. C'est une expérience vécue, partagée souvent. Puis de faire participer également des spécialistes pour réaliser des audits d'accessibilité, notamment le comité consultatif nommé plus haut ou un organisme externe aussi. Quand on pense à l'environnement bâti, ce serait vraiment très facile de s'attarder seulement aux lois et aux réglementations en lien avec l'accessibilité des lieux. Puis il faut pas l'oublier, là, évidemment, c'est important, il faut en comprendre les objectifs de ces réglementations-là, de ces lois-là, puis s'assurer que c'est appliqué. Mais le guide municipal va plutôt sur des stratégies pour recueillir l'information auprès des personnes que ça impacte directement, tous ces millimètres-là calculés. Il y a un lien à faire avec l'évaluation puis les partenariats. Ma collègue Marie-Michel dit souvent que tout est dans tout. Ce qui est beau avec le guide municipal, c'est que chacune des sections, c'est très interrelié puis c'est vu de façon très transversale. Souvent, une action dans un domaine de pratique peut influencer une autre action. Donc, faut prendre le guide municipal dans cet esprit-là aussi.
Donc, ce que le guide municipal propose, c'est de faire un état des lieux de ce qui est accessible ou non, mais en termes d'expérience vécue aussi dans ces espaces-là, comment l'expérience est vécue, comment l'environnement plutôt est vécu, perçu, d'aller visiter votre salle communautaire avec un organisme, avec des organismes de votre territoire qui ont différents besoins, ça peut amener un regard intéressant. J'avais envie de vous citer en exemple la nouvelle piscine à Trois-Rivières, à l'île Saint-Quentin, qui est un exemple de collaboration avec des organismes spécialisés et vraiment d'excellence en termes d'accessibilité d'une infrastructure. Donc, je vous invite à aller voir comment ça s'est fait, ce beau projet-là, puis de voir avec qui ça s'est fait, entre autres. Puis quand on parlait du comité consultatif, je voudrais ramener l'importance de mobiliser les ressources de votre CIS ou de votre CIUS. Il y a des fois des spécialistes en orientation et en mobilité dans vos CIS ou vos CIUS qui peuvent être intéressants, ou il y a certains CIS et CIUS qui interpellent la santé publique. Donc, ça peut être amener un regard intéressant aussi quand vient le temps de parler de l'environnement bâti. Je vais donc céder la parole à Tina Tran de la Ville de Montréal qui va vous présenter différentes stratégies que de leur côté ont fait. Puis, tu sais, ça peut sembler beaucoup de stratégies pour une grande ville qui a les moyens, évidemment, de mettre en place ces stratégies-là, mais on veut vraiment, ça peut vous inspirer. Puis si vous êtes capable de faire juste une petite action dans toutes ces belles actions-là, bien, c'est déjà une belle réussite là, en matière d'inclusion. Tina, à toi. Oui, merci. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler de nos réalisations en accessibilité universelle. Donc, moi, je suis conseillère en développement communautaire à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans la ville de Montréal. Donc, on a 19 arrondissements et on est un arrondissement qui est assez dense et avec un cadre bâti qui est particulier aussi, patrimonial, des vieux édifices, donc qui apporte son lot d'enjeux. Donc, quand j'ai vu passer ce guide, ça a été vraiment une super belle découverte. On aurait aimé ça avoir ce guide au moment où on était sur l'élaboration de notre plan d'action. Puis, c'est sûr qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de travail à parcourir encore pour rendre la ville entièrement accessible, mais on voulait vous partager quelques fiertés aujourd'hui en appliquant concrètement les catégories d'action. Donc, j'entre dans la programmation inclusive. Donc, on a parlé d'avoir un choix de programmation qui inclut une variété, une intensité différente, des horaires différents, des équipements différents aussi. À l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, on a fait l'acquisition du Lugiglace pour permettre à des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant d'utiliser la patinoire. C'est vraiment une activité qui est super populaire au plateau pour les familles. Et on a aussi récemment fait l'acquisition de l'Agilex. Donc, c'est un outil qui nous permet un équipement qui nous permet de faire du ski de fond et qui est très, très adaptable. Donc, qui nous permet de faire beaucoup d'ajustements selon les besoins de la personne qui l'utilise. Donc, c'est vraiment du prêt d'équipement qu'on laisse à la population. Il y a aussi des belles initiatives qui se font sur le terrain avec nos partenaires. Donc, on a le Centre du Plateau, par exemple, qui est un centre de loisirs qui collabore avec le département de kinésiologie de l'Université de Montréal pour offrir des circuits d'entraînement extérieurs pour les personnes aînées, dont des personnes qui sont à mobilité réduite. On collabore aussi beaucoup justement avec notre table sectorielle d'Alliance Troisième Âge pour les aînés pour trouver les trous de service, donc voir quel est notre mapping des services qui sont offerts dans le secteur et voir qu'est-ce qui n'est pas desservi pour adapter notre programmation. Puis finalement, un dernier exemple, c'est récemment, on a inauguré notre premier terrain de basketball extérieur au Plateau-Mont-Royal. Puis on s'est forcé de aussi inclure le basketball en fauteuil pour montrer que c'est vraiment un lieu qui est utilisé par tout le monde et qu'on veut le rendre inclusif. Je vais avec le deuxième sur l'accessibilité de l'environnement bâti. Donc, c'est certain qu'on a beaucoup d'accompagnement d'organismes spécialisés, dont Société Logique ou Altergo, qui nous aident avec soit l'analyse de l'accessibilité de nos installations ou la réalisation de marches exploratoires. Donc, pour nous permettre de trouver les mesures d'amélioration qu'on pourrait avoir sur nos installations. On va aussi bonifier leur lecture avec un comité citoyen. Donc, nous, on a un comité citoyen en accessibilité universelle avec des personnes qui représentent la diversité capacitaire et qui habitent dans plusieurs lieux différents de l'arrondissement, qui ont des situations qui sont différentes, des personnes qui étudient, qui travaillent ou qui font du bénévolat dans le secteur. Donc, ça vient vraiment enrichir notre lecture très locale aussi de l'accessibilité de la ville. Un dernier exemple qu'on a, c'est par exemple une liste de vérification hebdomadaire des équipements d'accessibilité dans nos installations de loisirs. Donc, on s'est dit, plutôt que de toujours être en réaction à ce que les citoyennes et citoyens nous disent quand on a un équipement qui n'est pas fonctionnel,
on a nos employés qui font une tournée hebdomadaire pour vérifier si les équipements fonctionnent. Donc, ils vont utiliser l'ascenseur, ils vont utiliser les boutons pressoirs pour ouvrir les portes, juste s'assurer que c'est fonctionnel et qu'on ait un médecin qui va être proactif avant que ça arrive. Puis je donnerai un dernier exemple, en fait, pour l'environnement bâti. Nos travaux publics ont regardé le déneigement des bancs sur rue et ont évalué que ça ne nous coûtait pas plus cher de maintenir les bancs sur rue et d'en déneiger manuellement 50% plutôt que de les retirer et de les entreposer. Donc ça a été vraiment une action qui a été faite sans coût supplémentaire, mais qui nous permet de laisser des aires de repos pour les gens sur leur chemin pendant qu'ils se déplacent jusqu'à leurs activités de loisirs. Et cette année, on a passé à 80% des bancs sur rue qui vont être maintenus et déneigés manuellement. J'enchaîne avec la culture et la gestion inclusive en milieu de travail. Donc, c'est certain qu'il y a vraiment une mobilisation au niveau organisationnel qui est importante pour permettre ces changements-là. On a notamment la nomination d'une direction responsable de l'accessibilité universelle. Donc, je suis très contente aussi d'avoir ici présent aujourd'hui Roch Langelier, notre directeur en culture, sport, loisirs, développement social. On a mis en place une structure de gouvernance de projet en accessibilité universelle. Donc, on a revu comment on fonctionne pour la prise de décision, pour le suivi de projet et pour l'arrimage entre les différentes directions. Et on a aussi inclus la lutte contre le capacitisme dans notre plan d'action. Donc, on voulait vraiment l'intégrer comme démarche inhérente au plan d'action en accessibilité universelle. J'enchaîne avec la communication. Donc, on a déjà parlé de communiquer de façon claire. On s'est assuré de l'utilisabilité aussi des outils de communication. Donc, on s'était déjà informé pour voir si on fait un PDF, par exemple, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de tableau, que les images soient décrites pour que les personnes qui utilisent des logiciels de lecture puissent consulter nos documents. Par contre, on s'est fait dire que notre plateforme de dépôt n'était pas lisible avec les logiciels. Donc, on fait toujours des adaptations continuelles. Puis ça, c'est quelque chose que notre comité citoyen nous a relevé. On veut aussi s'assurer de faire une représentation positive. Donc, on a eu une rencontre discussion avec Maxime Pomerleau sur la représentation positive des personnes en situation de handicap. Et ça nous a mené vers ensuite une révision de nos façons de faire au niveau des communications, au niveau du rayonnement qu'on donne aussi à nos activités. Et on a fait une tournée de photos pour mettre à jour notre banque de photos de l'arrondissement pour qu'elle soit aussi plus positive et plus représentative. Donc, vous avez des exemples ici dans la diapositive. J'enchaîne avec les partenariats. Donc, c'est sûr que pour développer notre plan d'action d'accessibilité universelle, on voulait vraiment faire un tour 360. Donc, on a consulté 11 organismes à l'élaboration du plan d'action d'accessibilité universelle, dont des organismes spécialisés en accessibilité universelle, des organismes en défense de droits, notre table de concertation des années et notre table de quartier aussi. Donc, c'est sûr que les OC ont été très, très bénéfiques dans cette concertation. Comme je vous l'ai dit, on a un comité citoyen, donc cette voix citoyenne-là est très riche et très locale aussi pour nous permettre d'ajuster nos activités. Et un autre exemple de partenariat qu'on a, c'est des séances dédiées avec des organismes. Donc, par exemple, on accueille Autisme Montréal dans nos piscines avec des séances dédiées pour leurs membres. Donc, on s'assure que notre programmation dans ce cas-là est plus accessible. Le point de la formation du personnel, donc c'est vraiment le point central, c'était notre premier chantier qu'on a voulu lancer avec notre plan d'action en accessibilité universelle. Et c'était important pour nous de, oui, avoir une formation de base de sensibilisation, mais aussi d'avoir des formations spécifiques pour répondre aux besoins spécifiques de chacune des équipes. Puis une des choses qui nous ont été mentionnées, c'est que les personnels saisonniers sont souvent mis de côté, alors que c'est les personnes qui sont en contact direct avec la population. On pense à nos sauveteurs, nos animateurs, les cols bleus qui travaillent dans les parcs. C'est vraiment le contact direct. Donc, on voulait s'assurer de vraiment les inclure dans tout le parcours de formation et de le répéter parce qu'il y a du roulement aussi dans ces secteurs. Au niveau de l'évaluation, on a parlé de marche exploratoire, d'analyse d'accessibilité. En ce moment, ce qu'on fait aussi en termes d'évaluation, c'est une consultation citoyenne sur nos rues piétonnes. Donc, vous savez, quand on ferme la rue aux voitures pour la rendre piétonnisée pour la population, c'est pas tout le monde qui a accès aux services de la même façon. Donc, on va rencontrer des groupes de personnes aînées, de personnes qui ont des limitations fonctionnelles pour voir comment est-ce que ça change leur expérience de la ville en ayant ces rues piétonnes. Ça nous a, entre autres, permis de comprendre qu'il y a des changements au niveau des parcours du transport adapté, par exemple, qu'il faut qu'on clarifie avec l'STM pour s'assurer de maintenir ces services-là.
Puis c'est sûr qu'on a aussi un bilan annuel. Donc, à chaque année, on doit faire un bilan sur les réalisations qu'on fait. Nous, on a 66 actions au plan d'action en accessibilité universelle et on doit faire un rapport pour la ville. Donc, si jamais vous cherchez des idées d'indicateurs ou des choses qu'on pourrait suivre, je vous invite à aller regarder le plan municipal en accessibilité universelle de la ville de Montréal. Puis, il y a vraiment par type de résultats attendus, quels indicateurs sont suivis pour ce plan. Et je finis avec la mobilisation des décideurs. Donc, c'est certain qu'on a eu vraiment des ressources mises dans ce plan d'action parce qu'on a eu un appui politique à la base, mais aussi un très gros appui administratif. Donc, on a pu être une équipe de ressources dédiée à la mise en place du plan d'action d'accessibilité universelle. On a eu un budget dédié aussi et le dossier est suivi au comité de direction. Donc, ça nous permet de garder toujours une vigie sur les réalisations du plan d'action. Donc, je vous ai aussi laissé le lien vers notre plan d'action d'accessibilité universelle. Puis ça va me faire plaisir de répondre aux autres questions s'il y en a. Merci beaucoup, Tina. Je reprends le bâton de la parole. Merci, Tina. J'ai plein d'exemples qui vont avec ce que tu viens de présenter. Mais la culture organisationnelle, c'est un paragraphe va apparaître bientôt. Oui, une culture organisationnelle inclusive permet à toutes et tous, y compris aux personnes en situation de handicap, de se sentir accueillis, respectés et soutenus. Elle repose sur un leadership engagé et se traduit par des pratiques en ressources humaines favorisant l'égalité des chances et la réussite de chacune et chacun. Donc ici, on était dans une perspective de citoyens et citoyennes et populations handicapées, mais les personnes handicapées sont partout, même sur le milieu du travail, même dans votre milieu et votre culture organisationnelle. Donc, dans les stratégies concrètes, il y a offrir des technologies d'assistance aux personnels qui en ont besoin et collaborer avec des organismes externes pour en faciliter l'accès, en apprendre l'utilisation et mieux soutenir le personnel. On peut aussi rédiger un énoncé de mission reflétant votre engagement envers la société et l'embauche, ainsi que le maintien en poste des personnes handicapées comme employés ou bénévoles. Dans les autres exemples aussi qui sont présents dans le guide, il y a aussi une mobilisation de l'organisation. Donc, on l'a vu avec l'exemple de Tina, qui avait une personne qui était porteuse du dossier de l'inclusion, qui était dit, nommée, montrée sur le site web, mais c'est important aussi de mobiliser le reste de l'organisation, puisque si cette personne porteuse de dossier gagne 10 millions de dollars et s'en va à Bora Bora, ben on veut que la culture de l'organisation de l'inclusion reste, même si cette personne-là, elle est partie. Donc, il faut que les actions soient contaminées à travers l'ensemble de l'équipe du travail. Puis, dans vos différents milieux de travail aussi, il y a d'offrir du télétravail, mais il y a aussi, si vous êtes dans une place à air ouverte, c'est d'avoir des casques qui sont anti-bruit qui sont mis à disposition, c'est d'avoir des outils facilitateurs aussi si jamais vous avez des rencontres pour que les gens puissent occuper leurs mains et avoir tout leur cerveau sur ce que vous dites pendant votre rencontre. C'est aussi de permettre à des gens de prendre des notes de différentes façons, donc de l'offrir et de le mettre à disposition oui, on peut prendre des notes à l'écrit, on peut le prendre avec l'ordinateur directement, on peut s'enregistrer aussi, donc on a cette culture de toujours le mettre en place pour répondre au plus grand nombre de besoins, puis un peu comme on disait tout à l'heure, de ne pas être en réaction, mais d'être vraiment dans la prévention, si on peut, et de mettre toute cette culture organisationnelle-là pour que ça se reflète dans vos programmations, dans vos activités aussi, tous les efforts que vous pouvez mettre pour être le plus inclusif possible à tous les niveaux de votre milieu. Et encore une fois, comme tout est dans tout, avec une culture organisationnelle forte, évidemment que la mobilisation des décideurs va être facilitée, mais on s'en sauve pas. La mobilisation des décideurs est une étape super importante. Toutes ces belles stratégies-là doivent être appuyées. Donc, le guide municipal vous propose que le personnel municipal en loisirs doit souvent convaincre le conseil et la haute direction de l'importance d'offrir des activités inclusives et accessibles. Cela suppose de demander du financement, des espaces, du personnel et du temps pour éliminer les obstacles. Obtenir cet appui exige une communication solide, des relations durables et des données probantes démontrant la valeur de l'inclusion. Comme stratégie concrète, il est proposé de mettre l'accent sur les valeurs, les objectifs communs, d'inviter des personnes ayant une expérience vécue à témoigner des bienfaits de l'accessibilité pour toute la communauté, de proposer de mettre le programme à l'essai au moyen d'un projet pilote ou d'un site de démonstration avant de vous engager pleinement.
puis d'appuyer votre argumentaire sur des données, des statistiques et des résultats de recherche. En ayant en place des mécanismes d'évaluation, vous aurez des données à présenter à vos conseils municipaux ou à vos directions. Puis c'est suggéré aussi de présenter les impacts puis les besoins des citoyens et citoyennes en lien avec ces données-là. L'Espace Muni a un super bel outil qui se nomme Copilote. Ils étaient avant-gardistes, ça existait avant le copilote de Microsoft. C'est un outil sur la communication d'influence, puis ça a été développé spécialement pour aider finalement à comment bien présenter des projets, des dossiers, des informations aux personnes en position de décision, si on veut, dans l'appareil municipal. Donc, c'est un outil que je vous encourage à utiliser. Puis, comme dans tout beau projet d'inclusion, mais la question des coûts va arriver très vite quand va venir le temps de proposer des projets. N'hésitez pas à vous inspirer de d'autres municipalités. On vient d'avoir un super bel exemple de la Ville de Montréal. Il y a des coûts qui ont été associés à leur démarche, aux actions qu'ils font. C'est le cas pour plein d'autres municipalités et villes partout au Québec. Et le réseau Municipalité accessible peut être intéressant pour ça, donc de participer à ce réseau-là, de réseauter, de poser des questions aux autres villes et municipalités de ce réseau pour voir un appel d'offres pour tel projet, par exemple, ça peut ressembler à quoi. Donc, il y a vraiment une belle énergie de collaboration entre les professionnels en loisirs. Donc, utilisons cette cohésion-là qu'on a entre nous. Puis quand vient le temps de présenter vos projets, n'hésitez pas à parler du coût humain puis de l'impact social de vos projets. Ça peut également faire un petit appel émotif là, à certaines personnes, puis ça peut aider finalement dans les différents projets. J'arrive. Je cherchais mon micro, je m'excuse. Donc, on a passé au travers des 8 pistes d'action, stratégies qui sont proposées dans le guide. Donc, avant de vous donner la parole puis de regarder un peu le résultat de notre question où on vous a sondé dans le formulaire d'inscription, allons tout de suite peut-être dans comment utiliser le guide. Il y a beaucoup de choses là-dedans, puis vous pourrez voir un peu où sont vos priorités d'action dans vos milieux. Ça peut être un outil de formation, tout d'abord, ça a été nommé là, dans les stratégies. Ça peut être carrément un guide pour votre propre planification municipale. Ensuite, vous pouvez l'utiliser comme outil de planification stratégique et d'action. Parfois, on commence aussi en planification stratégique. Liste d'idées pour favoriser l'inclusion. Ressources de formation pour le personnel, donc à l'interne à ce moment-ci. Aussi, un outil pour favoriser un changement à long terme. Donc, comment ce guide-là, sans tout mettre en place du premier coup, comment on peut y aller petite bouchée par petite bouchée pour y arriver. Donc, regardez un peu vos priorités. Liste de vérification en matière de reddition de comptes également, ça peut être un élément que vous intégrez. Outils de sensibilisation et de mobilisation, on peut aller vers la population en général aussi, commencer à sensibiliser notre communauté, pas seulement les gens qui sont dans les postes de coordination. Et finalement, adoption par le conseil municipal, donc de sortir justement ce guide-là de vos services puis de l'amener au niveau du politique et des décideurs et décideureux. Bien, à ce moment-là, ça peut avoir une belle portée puis servir de levier dans vos prochaines décisions. Donc, on voulait vous ramener aussi vers vous parce que ces réponses-là, c'est vous qui avez contribué à cette diapo que vous avez devant vous. On vous a posé la question suivante dans votre inscription. Quel était votre plus grand défi face à l'inclusion des personnes handicapées dans les loisirs et l'activité physique au niveau municipal? Et on a fait un petit travail là, très rapide là, de rassemblement des réponses. Et ce qui est arrivé en premier défi, c'est tout ce qui est la question des infrastructures et de l'accessibilité physique. Vous avez mentionné que les installations semblent parfois adaptées, mais ne le sont pas vraiment. La mise aux normes qui est coûteuse, le manque d'équipements spécialisés et l'adaptation des sites existants, ça, vous l'avez nommé comme étant votre plus grand défi. En deuxième place, le financement et les ressources. Donc, l'adaptation sans ressources additionnelles, difficulté à convaincre les décideurs et dépendance aux subventions également. En troisième place, la formation, les connaissances et les compétences. Donc, l'insécurité du personnel, la difficulté à adapter les pratiques, recherche de bonnes pratiques aussi, besoin de stratégies transférables, manque d'enseignants spécialisés, difficulté à adapter sans expertise. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que juste vous, là, dans le groupe où on est aujourd'hui, on a ces 3 grands défis-là.
Vous avez aussi mentionné peu d'activités qui sont réellement adaptées. Donc, au-delà même des infrastructures, des fois, on a l'impression que les activités ont été adaptées, mais ça ne l'est pas vraiment. Les activités qui existent, mais qui ne sont pas connues aussi. Donc, dans la promotion, la diffusion, la communication, difficulté à rejoindre la clientèle, manque de clarté dans le message. Donc, on a vraiment une portion aussi sur comment rejoindre les personnes pour les informer convenablement. Finalement, on a aussi la résistance culturelle, l'inclusion perçue comme un bonus et le manque de réflexes organisationnels aussi en amont de la prise de décision. Et finalement, vous avez aussi mentionné le manque de continuité institutionnelle. Parfois, on le sait, hein, il y a une personne qui va mener le dossier, puis quand cette personne-là quitte, le dossier tombe. Donc ça aussi, dans la continuité institutionnelle, c'est important. Inclusion non intégrée à la planification stratégique et finalement, dépendance aux personnes clés. C'est ce que j'ai tout juste de mentionner. Alexandra, je sais que tu voulais aussi bonifier là, ces éléments-là. Ben oui. En fait, c'est que j'aime présenter le côté positif, là. L'envers de la médaille d'avoir des défis, c'est qu'il y a des solutions. Elles sont pas parfaites, puis on peut prendre une piste de solution d'une stratégie puis d'une autre, puis faire un mix ensemble. Mais ce que je trouvais intéressant, moi, à la lecture de cette diapositive-là, c'est qu'il y a plusieurs de ces défis-là qui sont mentionnés dans le guide municipal avec des pistes, avec des outils, avec des stratégies. Aujourd'hui, on en a dans le survol qu'on a pu faire aujourd'hui, ben, on en a présenté des stratégies. Nos deux invités ont pu présenter des stratégies aussi. Fait que j'espère que la présentation d'aujourd'hui, les outils proposés peuvent vous soutenir dans ces défis-là finalement. Puis c'est partagé là, avec toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, c'est ça, en espérant que ça vous inspire, puis sachez qu'il y en a des solutions à ces défis-là. Mon souhait, c'est que vous soyez, restez pas seul avec vos défis dans vos villes et municipalités et organisations, puis que vous vous inspiriez de ce qui aura été présenté aujourd'hui, mais aussi dans le guide municipal. Excellent. Donc, on tombe dans la dernière portion de notre webinaire où là, vous allez pouvoir vous exprimer, poser des questions. Évidemment, on a eu une présentation de la part de Tina Tran et aussi de Frédéric avec des solutions concrètes, des choses qui ont vraiment été mises en place. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions pour nous inviter. Donc, je vais vous demander si vous voulez vous adresser, poser une question ou même une réflexion, de lever votre main pour qu'on puisse voir le tour de parole. Vous avez aussi le clavardage. Si pour vous, vous avez le goût de plus être à l'écrit, poser une question ou peut-être même demander des ressources qui ont été mentionnées là, par nos invités aujourd'hui, n'hésitez pas, on pourra aller vous déposer ça dans le clavardage. Bien, à ce moment-là, on va prendre là, vos questions puis vos réflexions. Là, ça va vraiment nous faire plaisir. Donc, je vous mets 3 questions, mais en même temps, on peut tout à fait déroger de tout ça là, si vous voulez aller ailleurs. Mais ma première question serait la suivante. Existe-t-il déjà un outil dédié aux stratégies municipales dont vous connaissez l'existence et que vous avez le goût qu'on partage et qu'on vienne peut-être bonifier ce guide municipal qu'on a devant nous? Ce document-là, c'est un document qui va évoluer avec les besoins, les stratégies et des pistes d'action. Donc, comment une ressource existe déjà peut venir contribuer au guide? Et ma préférée et celle où j'ai vraiment le goût qu'on passe beaucoup de temps, c'est comment utiliser ce guide au maximum, que ça soit pas juste un document PDF qui dort dans vos ordinateurs ou qui est imprimé quelque part, mais comment on pourrait l'utiliser dans l'action, comment on pourrait le faire vivre, ce guide-là, comment on pourrait l'animer. Si vous avez des idées concrètes qui nous amèneraient, nous, avec Accessibilité Active Canada, à développer des programmes, à aller chercher du financement pour vous soutenir, ça va vraiment faire partie là, de notre deuxième question préférée. Puis évidemment, si vous voulez partager des stratégies de diffusion que vous avez de votre côté, en étant ici aujourd'hui, vous vous intéressez à la question, donc on vous invite vraiment à regarder comment vous pourriez diffuser davantage ces enjeux-là. Donc, je vous donne le tour de parole et je vais aller ouvrir mon clavardage. Et là, Marie-Michel et Alexandra, vous m'aiderez là, pour être sûr qu'on n'échappe personne ou aucune information. Il y a quand même eu une question qui a été posée tantôt et il y avait quelqu'un qui avait levé sa main. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro puis allez-y. Désolée, puis merci de votre patience. Ouais, c'est bon, c'est moi. Mon nom est Sherifa. Je suis à la ville de Mascouche. Je suis une régisseuse dans le milieu communautaire. Je travaillais à la ville de Joliette, justement, à la ville de Montréal. C'est une jeune ville, une très jeune ville qui, dans sa démographie, elle a triplé en 20 ans. Donc, elle n'a pas les reins assez solides
Depuis que je suis arrivée, depuis 3 ans, j'ai appliqué beaucoup la technique ADS+. C'est une approche que j'ai adorée à la Ville de Montréal et que j'ai mis en place. J'ai essayé de mobiliser les gens, d'inclure les citoyens. Je me reconnaissais beaucoup, je reconnaissais beaucoup la ville à travers l'histoire de Tina. Puis merci beaucoup pour ton discours parce que tu parlais beaucoup de bâtiments qui sont déjà en place, puis on est comme limité, on sait pas quoi faire. Je porte le plan d'action à la ville de Mascouche et l'une de mes plus grandes difficultés, c'est même plus la mobilisation. J'ai ouvert nos rencontres consultatives non seulement à nos intervenants à l'interne, mais avec des organismes communautaires qui œuvrent avec des personnes en situation de handicap et leurs proches, des citoyens que j'ai ciblés, et il y en a eu qui ont fait des impacts majeurs dans notre ville. On a des prêts maintenant d'équipements qu'on n'était même pas au courant à cause de eux. On a eu aussi un invité spécial, un technicien en accessibilité à la ville de Victoriaville, qui lui est en chaise roulante, ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Bref, je l'ai même ouvert aux organismes reconnus en culture, aux partenaires EXO, ça fonctionne. Mais l'enjeu que je réalise, c'est j'offre un accompagnement au niveau des services et c'est vraiment de réellement voir que la volonté est là, mais la capacité financière ou humaine, elle est très limitée et j'ai beau à piger des actions, mais en réalité, c'est comme ça, on devrait avoir quelqu'un qui vient sur mesure pour dire, OK, toi, tel service, t'as ça, t'es capable de faire ça, voici ce que je te recommande. Et ma question, c'est est-ce qu'il existe-t-il un outil et existe-t-il d'autres ressources? Parce que c'est vraiment plusieurs services qui sont rendus là. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant de nommer cet enjeu-là, justement, puis demander est-ce qu'il existe une ressource qui pourrait venir vous soutenir par rapport à cette difficulté-là. Donc, on prend ça en note, puis effectivement, ça peut être quelque chose qu'on creuse davantage de notre côté. Vous avez mentionné ADS+, qui est vraiment une approche très intéressante. C'était possible de votre côté d'aller peut-être déposer un lien d'information sur l'approche ADS+, dans le clavardage pour en faire profiter toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Effectivement, ça reste un outil très, très intéressant. Donc, ben, merci beaucoup là, pour commentaires, enjeux et ressources là, partagées. C'est super. C'est ce qu'on veut justement dans cette portion. Alexandra, est-ce qu'on a des questions dans le clavardage? Oui, on a Normand, bonjour Normand, qui demande en fait si on connaît des initiatives en coopération intermunicipale à partager dans des municipalités plus rurales qui pourraient être exportées. J'invite les autres qui en connaissent peut-être à répondre, soit dans le clavardage ou en levant la main. C'est quelque chose aussi qu'on peut regarder à ajouter, comme Marianne le disait, là, dans le guide municipal, parce que c'est vrai que c'est une réalité qu'on a et que partout au Canada vit aussi. J'irai avec une piste de réponse. La MRC de Nicolet Yamaska s'est impliquée en soutien aux villes et aux municipalités de sa MRC avec le support de l'organisatrice communautaire du CIUS. Donc, pour mutualiser des services par rapport à l'intégration en camp de jour. Évidemment, les exemples sont souvent par rapport au camp de jour. Fait que c'est une super... Puis ça pourrait être exporté dans d'autres types, je pense, de services ou d'actions en loisirs. Donc, MRC de Nicolet Yamaska peut être peut être une réponse à cette question-là. Si jamais d'autres peuvent... si vous avez des réponses pour Normand, n'hésitez pas. Puis il y a Frédéric qui nous partage des programmes de financement, notamment le PAFIR SPA, qui a été lancé dès hier, en fait. Donc, qui peut être intéressant comme soutien financier pour les projets. Puis, elle nous partage plein d'autres programmes de soutien financier. Merci, Frédéric. Il y a Marie-Noël qui nous a partagé des ressources sur l'égalité et l'approche ADS. Il y a Stéphanie qui peut répondre à la question qui a été adressée tout à l'heure sur est-ce qu'il existe des ressources, des services pour soutenir les villes et municipalités. Stéphanie est ergothérapeute consultante en accessibilité et en conception universelle. Donc, ça répond d'ailleurs à une piste là,
C'est tout pour la minute conversation chat. Merci. Puis on a justement Frédéric qui vient de déposer aussi, tu sais, quand on parle d'un financement, un autre programme qui s'appelle le programme de subvention RBC Zéro Obstacle. Donc, allez explorer aussi ce programme-là si jamais le financement ou justement la demande de subvention là, peut tomber dans vos cordes et dans les critères d'admissibilité. Euh, j'ai le goût d'aller dans notre deuxième question qui est comment utiliser ce guide au maximum. C'est certain qu'avec Accessibilité Active Canada, on va avoir le goût d'animer ce guide-là. Qu'est-ce que vous auriez besoin pour que ce guide-là se mette en pratique, se mette en action dans vos organisations? Et là, est-ce que on a mis tantôt, est-ce qu'on en fait une formation claire qui pourrait être offerte là, dans les différentes municipalités? Est-ce qu'on en fait une communauté de pratique? On sait que c'est à la mode, mais est-ce que c'est un besoin qui pourrait être intéressant de votre côté ou on pourrait vous inviter à prendre part à une communauté de pratique puis à venir discuter ensemble de nos enjeux, partager des informations? Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce qu'on se fait un rassemblement de Accessibilité Active Canada en français, que ça soit sous forme d'événement ou de midi-causerie de 30 minutes où on aborde des pratiques existantes? Là, je vous nomme plein de choses parce que nous, on fourmille d'idées là, de notre côté sur comment ce guide-là pourrait être animé. Mais on a le goût de vous entendre sur qu'est-ce qui répondra à vos besoins pour que ce guide-là, il est beau, on vous l'a présenté aujourd'hui, mais comment il pourrait vraiment se mettre en action dans vos organisations. On vous laisse clavardage, levez la main, on est prêt à vous entendre sur vos besoins. On vous laisse réfléchir. Moi, j'ai été prof au cégep pendant 20 ans. Je peux attendre très longtemps. Je peux peut-être me lancer si tu veux, Marianne. Vas-y, Tina, merci. En fait, je pense que c'est vraiment le partage de pratiques qui va être intéressant parce que le guide donne un peu des catégories d'actions pour vraiment s'assurer de tout couvrir, mais comment est-ce qu'on le fait vivre? Tu sais, nous, ce qui nous a inspiré, puis c'est peut-être pour un peu répondre aussi à la question que Sherifa avait, c'est dur de trouver un guide qui est vraiment clé en main, qui répond à l'ensemble des questions parce qu'il y a plein de choses à regarder. Donc, c'est l'accès, mobilité vers les installations en elles-mêmes, puis c'est aussi le niveau d'adaptation qu'il faut qu'on mette pour que tout le monde puisse y participer. Mais nous, ce qui nous a vraiment aidé le plus à l'arrondissement, c'est de parler avec l'ensemble des équipes et les autres arrondissements et de regarder d'autres plans d'action d'autres villes pour voir qu'est-ce qui est réalisé puis qu'est-ce qui pourrait nous inspirer. Puis ensuite, on a fait du brainstorm par équipe pour voir en termes de déneigement, en termes de mobilité, en termes de programmation, comment est-ce qu'on peut emmener ça une étape plus loin. Donc, ça n'a pas été vraiment un guide qui nous a mené vers ça, mais c'est vraiment de regarder par secteur d'amélioration potentielle qu'on a réussi à identifier ces initiatives-là. Merci beaucoup. Très intéressant. Peut-être justement de venir segmenter le guide par secteur. Ça viendrait peut-être cibler justement la réflexion. Puis comment amener à collaborer, à parler à d'autres instances dans nos milieux, ça peut peut-être être aussi une piste de réflexion ou d'amener plus d'informations là-dessus pour faciliter les collaborations et les communications. Merci beaucoup. Super, merci Tina. On a aussi Ginette Bergevin, pardon, qui a levé la main. Merci. Vous pouvez prendre la parole. Bonjour, merci. J'ai pas de fond d'écran, là. Je suis de la Ville de Québec. Je coordonne le plan d'action en matière d'accessibilité universelle de la Ville de Québec. Ce que je voulais dire, moi, je trouve que ce qu'on a beaucoup, on a tendance à souvent réinventer la roue dans les municipalités, c'est-à-dire qu'il y en a une qui fait ça, l'autre à côté fait exactement la même chose, mais un peu différemment. Puis on aurait besoin de pouvoir plus partager l'ensemble des outils disponibles. Tu sais, comme là, Tina, elle a dit qu'elle a une liste de vérification en accessibilité pour les équipements. J'ai comme fait, oh, faut que je parle à Tina, tu sais, faut que j'y écrive. Je vais trouver son adresse courriel quelque part, puis je vais lui écrire parce que waouh, ça, c'est une excellente idée, puis je ne vais pas la réinventer. Tina puis son équipe, ils l'ont déjà inventé, là. Fait on a besoin plutôt de se multiplier, mais à travers, chacun fait quelque chose, puis qu'on peut tous se partager ça, ben, on va pouvoir en faire plus encore parce que on n'est pas dans une époque où, en tout cas, je suis contente qu'à Montréal, il y ait eu des budgets, là, mais mettons qu'à Québec,
c'est pas facile ces temps-ci, là, de dégager des nouveaux budgets pour faire des projets, etc. Donc, c'est juste ça que je voulais dire, c'est que si on avait un lieu, un site ou des moments où on peut partager des outils, se passer les outils dont on dispose pour pouvoir multiplier finalement chacune dans nos municipalités des outils. Peut-être aussi que au niveau des plus grandes municipalités, des fois, on a des outils qu'on peut partager avec les plus petites qui n'ont pas les moyens de se les offrir, ces outils-là, parce qu'ils sont plus petites. Fait qu'il y a peut-être ce genre de partage-là aussi qu'on peut faire. Au niveau de la Ville de Québec, on va finir la mise à jour de notre guide pratique d'accessibilité universelle qu'on va partager. On va le mettre sur le web, puis tout le monde va pouvoir l'utiliser, là. Ça nous a pris 3 ans à le faire avec un projet de recherche en plus, fait qu'on vous invite pas à le faire vous-même. Vous pigerez dans ce qu'on a fait, puis dans quelques années, une autre municipalité le fera. Mais tu sais, pour l'instant, pour pas refaire, puis parce que c'est beaucoup de travail finalement. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Bergevin. Puis Tina a mis son courriel là, dans le clavardage là, pour continuer la conversation. Fait que merci pour ça. On sent beaucoup comme d'ouverture puis de vouloir partager puis vouloir s'entraider là, face à ces enjeux. Donc, merci énormément de lever la main parce que nous, étant à l'écoute de vos besoins, en voyant un peu qu'est-ce qui pourrait être riche pour vous, à quoi ça pourrait venir faciliter les choses, pourriez devenir plus efficace, on va tenter de répondre à ces besoins-là là, dans la mesure de l'organisation. Donc, c'est précieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre idée ou une autre piste d'action qui pourrait faire qu'on utilise le guide à son maximum? Je vous laisse mijoter. Le clavardage reste là. Et évidemment, on vous donne les contacts là, à la fin du webinaire pour pouvoir peut-être, si demain ou dans une semaine ou dans un mois, vous avez une idée, ça va faire plaisir là, de vous entendre là-dessus. Donc, euh, pour continuer et arriver un peu à la fin de notre webinaire, peut-être petite piste d'action déjà que vous pouvez faire rapidement, c'est d'aller voir notre site web de Accessibilité Active Canada, de pouvoir aller explorer le guide municipal, mais aussi d'autres ressources, une organisation qui est en train de s'organiser, de collecter des informations. Donc, ça fait vraiment partie de notre souhait d'être là pour vous puis de venir soutenir les différentes, puis là, on parle à travers le Canada, mais surtout pour nous avec le RAP, les communautés francophones. Faites connaître le guide municipal, vous pouvez le partager, il est facile, mais aussi amener les réflexions qu'on a eues aujourd'hui, les discussions, les questions qui ont été soulevées. Tout ça, c'est une communauté qu'on veut continuer de bâtir. Si votre plan d'action est en élaboration, vous n'en avez pas débuté quelque part. On y va avec un petit pas. Et là, sachez que la communauté qu'on rassemble avec aujourd'hui, entre autres, mais aussi avec toutes vos instances régionales, ben, c'est des personnes qui sont disponibles pour vous accompagner dans tout ça. J'ai vu Frédéric, ta main, je vais au point 4 puis ensuite, là, je te donne la parole. Partagez vos bons coups avec nous. Donc, vous pouvez voir, là, il y a un lien qui est inséré là. C'est que sur le site de Accessibilité Active Canada, on va commencer à colliger des ressources. On n'est pas encore dans un lieu, un espace de partage là, très technologique. Là, on reste avec un site web, mais vous allez voir un formulaire sur le site web qui va vous permettre de déposer des ressources et de devenir comme dans cette banque, d'apparaître dans cette banque de ressources-là à travers le Canada. Puis là-dessus, ben, si ça vous intéresse, allez voir aussi ce qui se fait dans d'autres provinces, ce qui se fait à travers, ben, en sortant un peu du Québec. Ça peut être très inspirant aussi de voir comment d'autres communautés ont amené le défi de l'accessibilité là, dans leur ville. Donc voilà, c'était aussi là, un endroit où partager vos ressources. Frédéric, à toi. À la dernière diapo, il y avait un petit mot en bas qui parlait de stratégie de diffusion. Là, on a, en tout cas, pour ma part, de mon côté, j'ai lancé l'appel aux villes dans ma région. Je suis contente de voir qu'il y a quelques participants qui ont répondu à l'appel, qui sont là aujourd'hui. Mais quand on parle de partage de bons coups, tout ça, si on est juste une quarantaine à travers tout le Québec, ça va être quand même limité. Quelle est votre stratégie de diffusion de votre côté à vous? Est-ce qu'il y a des actions auxquelles on peut se rattacher, qu'on peut faire ça collectivement, que ça ait une plus grande portée que la quarantaine de personnes qui étaient présentes aujourd'hui? C'est clair qu'on a des liens avec les organismes clés, là. Notre quarantaine de personnes aujourd'hui, on est super heureux de voir qu'il y a des organismes qui sont porteurs justement de pistes d'action qui sont très concrètes. C'est certain que c'est un travail de diffusion et de promotion, donc plus on va en parler, plus on va être capable d'aller rejoindre le plus de personnes possible. On commence aujourd'hui avec
l'explication, le webinaire, mais ce document-là, on le sait qu'il se promène présentement, pas nécessairement à travers le webinaire d'aujourd'hui, mais aussi en se partageant. Donc, c'est certain qu'on a besoin de votre appui, de vos actions. Nous, on va travailler très fort en restant à l'écoute, justement. C'est pour ça qu'on faisait un webinaire où en dernière portion, on voulait vous entendre. Donc, ce qui a été dit, partagé, c'est clair que c'est précieux pour nous. Et c'est là où la diffusion et tout ce qui est des réseaux sociaux, venez vous abonner à notre infolette, venez aussi explorer qu'est-ce qu'il y a sur le site web. Tout ça est à bâtir. Puis c'est le fun de faire avec vous ces prochaines actions-là. Donc, nous, de notre côté, ça va être d'aller chercher ce que vous avez besoin, de répondre à vos questions puis à vos enjeux. Puis ensuite, ben, c'est de le bâtir ensemble. On est vraiment dans une optique où on va être à l'écoute là, de vos besoins suite à la diffusion de ce guide-là. Donc, dernière diapo, vous voyez mon courriel qui est là. Évidemment, nous, au RAP, on va être l'organisation qui va venir soutenir tout ce qui est en français avec Accessibilité Active Canada. On s'engage à vous partager aussi ce que d'autres provinces vont avoir comme ressources, initiatives. On souhaite avoir une portion aussi où on va partager des bons coups, des histoires à succès par rapport à d'autres provinces canadiennes. Évidemment, au RAP, 80% des francophones sont au Québec, fait que soyez pas étonnés s'il y a beaucoup de choses qui viennent du Québec. Par contre, à toutes les communautés francophones dans le reste du Canada, la porte est ouverte. On est là aussi pour partager vos ressources puis partager vos enjeux. On sait que de façon provinciale, on n'a pas tout le temps les mêmes leviers d'action, on n'a pas toujours les mêmes structures. Donc là aussi, on va rester à l'écoute là, pour tout ce qui est de la francophonie de notre côté au RAP. Petite annonce, on va être au congrès de l'Association québécoise du loisir public à Drummondville en octobre. On va présenter aussi le guide municipal dans le cadre de cette présentation. Si jamais vous avez le goût d'y être avec nous parce que le guide municipal est quelque chose sur lequel vous avez le goût de vous inspirer dans les prochains mois ou vous avez des pratiques que vous avez le goût qu'on mette de l'avant lors de cette présentation-là, n'hésitez pas, la porte est ouverte aussi pour venir contribuer à cette présentation qu'on va faire à Drummondville si jamais vous y êtes déjà. Sinon, ben, vous pourrez vous joindre à nous avec plaisir. Plus on va avoir d'inspiration, plus on va avoir d'actions concrètes, plus notre présence va être riche. Donc voilà, peut-être j'ouvre une dernière possibilité de vous exprimer si c'est une réflexion, peut-être moins une question ou piste d'action, mais une réflexion. Et à mes invités aussi, s'il y a une dernière information que vous souhaitez partager, je vous ouvre la porte là, pour cette dernière intervention. Alexandra, ça va? Marie-Michel aussi? Frédéric, Tina, est-ce qu'il y a un mot de la fin? Tout est beau? Excellent. Ben, en vous remerciant de votre présence, en vous remerciant des informations que vous avez partagées aujourd'hui, c'est certain que si vous avez d'autres réflexions, écrivez-nous au réseau Accès Participation. Ça va nous faire plaisir là, de venir contribuer à l'animation de ce guide-là et à l'utilisation à son maximum. Merci énormément. Je vous laisse aller, puis on garde contact. On est là pour vous.